Partie 21 de l'art de vivre. La créativité comme fonction naturelle de l'esprit. Créer n'est pas une aptitude réservée à quelques individus inspirés, ni un geste exceptionnel qui surgirait dans des moments rares. C'est une manière essentielle pour l'esprit humain de se repérer, de comprendre, d'ajuster et d'innover. Dès l'enfance, l'être humain assemble, combine, imagine, modifie, interprète et réinvente ce qu'il voit. La créativité n'est donc pas un supplément de l'intelligence, elle en constitue l'un des mouvements fondamentaux. Elle permet de dépasser le simple enregistrement du réel pour en proposer une version réorganisée, mieux adaptée aux besoins du moment. Cette capacité à créer ne sort jamais du néant. L'esprit travaille toujours avec ce qu'il connaît déjà. Les images, les souvenirs, les sensations, les mots et les gestes qui remplissent la mémoire constituent la matière première de toute invention. Lorsque l'esprit cherche une idée nouvelle, il ne fait que réagencer des éléments anciens d'une manière inattendue. Cela peut sembler dérisoire, mais c'est précisément ce qui permet à l'être humain de s'adapter. Dans un environnement changeant, celui qui sait recombiner ce qu'il possède élargit son champ d'action. Celui qui reste prisonnier des connexions habituelles réduit ses possibilités. La créativité assure cette ouverture. Le cerveau suit un parcours précis lorsqu'il tente de produire une idée. Il commence par explorer les associations les plus proches, celles qui se sont formées au fil des expériences répétées. Ce sont les chemins les plus empruntés de la mémoire. Si ces chemins ne débouchent sur aucune solution satisfaisante, l'esprit s'écarte progressivement vers des zones plus éloignées, moins évidentes, où résident des liens plus rares. Cette extension du champ mental sollicite simultanément le raisonnement conscient et l'imagination associative. Les recherches en neuroimagerie montrent que ces deux dynamiques s'activent ensemble dans les moments d'inspiration. L'intuition créative résulte alors d'une coordination fine entre l'organisation logique et la liberté imaginative. L'esprit ne produit pas une idée par hasard. Il teste, ajuste, rejette, recommence, avance, recule, puis assemble. Cette progression ressemble davantage à une exploration qu'à une illumination soudaine. Les instants où une idée surgit d'un seul coup ne sont que le visible d'un long travail préalable. Ce travail se poursuit souvent dans l'ombre, à des niveaux de conscience atténués. Il se nourrit des expériences accumulées, des émotions récentes, des attentes non formulées, des problèmes en suspens. Lorsque les conditions deviennent favorables, les éléments épars se rassemblent et prennent forme. L'esprit croit alors avoir trouvé soudainement une solution, alors qu'il vient simplement de la voir apparaître. La créativité n'est pas uniquement une question de liberté. Elle repose sur une tension subtile entre ce que l'esprit autorise et ce qui l'encadre. Un cadre trop rigide empêche de s'éloigner des chemins habituels. Une absence totale de cadre disperse l'attention et empêche la construction. La créativité apparaît lorsqu'il existe une direction claire accompagnée d'un espace d'exploration. On retrouve cette dynamique dans des domaines très différents. L'artiste utilise une technique maîtrisée tout en laissant de la place aux gestes imprévus. Le chercheur suit une méthodologie mais se permet des hypothèses originales. Même dans la cuisine la plus simple, une recette impose une structure tandis que la main ajoute une touche personnelle. La contrainte donne la stabilité, la liberté donne la surprise. La créativité naît de cette interaction. L'erreur joue un rôle essentiel dans ce processus. Contrairement à l'idée commune, l'erreur n'est pas un signe d'échec, mais un élargissement du champ mental. Lorsqu'un essai ne fonctionne pas, il indique une limite de la stratégie utilisée et oblige l'esprit à envisager une autre possibilité. Cette correction progressive affine les chemins neuronaux. Un succès immédiat ne révèle pas ce qui aurait pu être ajusté, alors qu'une erreur comprise enrichit le réseau associatif. Les psychologues insistent sur ce point, un environnement qui sanctionne trop vite les échecs réduit la créativité, tandis qu'un environnement qui permet de se tromper l'encourage. L'esprit n'ose plus explorer lorsqu'il associe chaque tentative à un jugement. Il se replie, répète les mêmes chemins, perd en souplesse.
La sécurité psychologique rend possible l'audace nécessaire pour inventer. La créativité dépasse largement les domaines prestigieux de l'art ou de la science. Elle s'invite dans les gestes les plus ordinaires de la vie. Trouver une manière différente d'expliquer quelque chose à un enfant. Imaginer une solution à un problème domestique. Improviser dans une conversation difficile. Organiser différemment un espace de travail. Réinventer une habitude qui ne fonctionne plus. Chaque fois que l'esprit s'écarte des automatismes, même légèrement, il produit un acte créatif. L'invention quotidienne n'a rien de spectaculaire, mais elle constitue la trame réelle de la capacité humaine à s'ajuster. Les neurosciences confirment que les périodes où l'esprit semble inactif jouent un rôle déterminant dans l'apparition des idées. La marche, l'attente, la rêverie, l'ennui même, permettent aux réseaux cérébraux de circuler librement. Lorsque l'attention se relâche, les associations se multiplient. Ce fonctionnement automatique n'est pas une perte de temps. Il correspond au mode dans lequel le cerveau crée des connexions inédites. Lorsqu'une solution surgit après une période de pause, ce n'est pas un miracle. C'est l'aboutissement d'un travail discret effectué en arrière-plan. Le repos mental n'est donc pas un obstacle à la créativité, il en est l'une des conditions. Le processus créatif suit un rythme constant. Il alterne effort et lâcher prise, concentration et dispersion, volonté et abandon. Aucune idée véritable ne naît d'un contrôle total. Le contrôle analyse, organise, vérifie, mais il ne peut pas produire seul les combinaisons nouvelles. L'esprit a besoin de moments où il se laisse traverser, où il suspend la vérification immédiate, où il accepte de ne pas maîtriser entièrement ce qui se forme. Cette alternance rend possible la rencontre inattendue des idées. Elle demande patience et confiance. On ne décide pas du moment où une idée apparaîtra, mais on peut préparer l'espace où elle pourra apparaître. Les environnements qui favorisent la créativité possèdent des caractéristiques communes. Ils rassemblent des personnes qui pensent différemment, car la diversité élargit les connexions possibles. Ils tolèrent l'ambiguïté, ce qui empêche l'esprit de se figer trop vite sur une seule interprétation. Ils préservent du temps non saturé, car une pensée continuellement occupée n'a pas l'espace nécessaire pour combiner librement. Dans ces environnements, l'esprit cesse de répondre mécaniquement. Il commence à inventer. Cette invention ne résulte pas d'une qualité supérieure, mais d'un climat intérieur et extérieur qui l'autorise. Comprendre la créativité comme une fonction naturelle de l'esprit permet d'en reconnaître la simplicité. La pensée imaginative n'est pas une fuite hors du réel, mais une manière de le transformer. Elle ne s'oppose pas à la rationalité, elle la complète. La raison donne les repères. L'imagination donne le mouvement. Ensemble, elles produisent des solutions inédites, des interprétations nouvelles, des perspectives inattendues. L'esprit créatif ne nie pas la contrainte, il la travaille. Il ne contourne pas la difficulté, il la recompose. Ainsi, loin d'être un éclat exceptionnel, la créativité apparaît comme une intelligence quotidienne. Elle révèle la capacité humaine à transformer la nécessité en liberté et à faire de la limite un point d'appui. Elle montre que l'esprit n'est jamais clos, même lorsqu'il se croit saturé. Une nouvelle possibilité peut surgir, discrète, patiente, inattendue. Il suffit souvent d'un changement d'angle pour que le champ du possible se réouvre. La créativité devient plus lisible lorsqu'on observe la manière dont l'esprit organise son propre mouvement. Une idée n'apparaît jamais isolément. Elle surgit dans un réseau d'émotions, de souvenirs, d'intuitions et de raisonnements partiels qui s'entremêlent. Lorsque l'esprit semble improviser, il s'appuie en réalité sur des milliers de traces accumulées au fil du temps. Chaque expérience passée devient une ressource potentielle, même si elle ne semble pas directement utile. L'enfant qui assemble des objets au hasard, l'adulte qui réorganise une phrase pour mieux se faire comprendre, le chercheur qui corrige une hypothèse, tous mobilisent ce réservoir subtil où se mélangent la mémoire et l'invention. Cette organisation intérieure ne suit pas un plan prévisible.
Elle ressemble davantage à un terrain en mouvement où certaines zones se renforcent tandis que d'autres s'effacent. Lorsqu'une idée semble soudainement pertinente, ce n'est pas parce qu'elle surgit ex nihilo, mais parce que l'esprit parvient à faire converger plusieurs lignes de pensée qui étaient auparavant dispersées. La créativité consiste justement à sentir ces convergences, à les laisser se rejoindre sans les forcer, puis à les clarifier. C'est un équilibre délicat entre la patience qui laisse mûrir et l'attention qui reconnaît le moment où tout s'aligne. Cette dynamique s'exprime de manière frappante dans la résolution de problèmes. Lorsqu'un obstacle apparaît, l'esprit tente d'abord les solutions habituelles. Elles correspondent au chemin fort du réseau mental. Si ces chemins échouent, un léger malaise apparaît, la sensation d'être bloqué. Ce malaise n'est pas une défaillance, mais un signal. Il indique que l'esprit doit sortir de sa trajectoire habituelle. À partir de là, la créativité devient un processus d'exploration. L'esprit teste des directions inédites, imagine des alternatives, combine des fragments autrefois séparés. Souvent, la solution naît à l'instant où l'on cesse de la chercher activement, comme si l'esprit avait besoin d'espace pour terminer seul ce qu'il a commencé consciemment. Cette alternance entre tension et relâchement se retrouve dans tous les domaines créatifs. Le musicien qui cherche une mélodie, l'écrivain qui cherche une phrase, l'artisan qui cherche un ajustement, le scientifique qui cherche une explication, tous connaissent ce moment où l'insistance devient contre-productive. Alors, un retrait s'impose. Ce retrait n'est pas un abandon, mais une autre forme d'attention. Il permet au cerveau de continuer son travail en silence. La créativité a besoin de ces espaces de respiration. Elle ne se déploie pas dans la rigidité, mais dans une oscillation constante entre le geste et le lâcher-prise. Cette oscillation explique pourquoi l'ennui, la marche ou les tâches simples déclenchent souvent des idées. Lorsque l'attention immédiate se relâche, le cerveau active des réseaux plus diffus, connus pour favoriser les associations nouvelles. Une idée inattendue peut apparaître au détour d'un mouvement répétitif ou d'une sensation discrète. Ce phénomène ne manifeste pas un hasard capricieux. Il montre que l'esprit fonctionne selon plusieurs niveaux simultanés. Le niveau conscient organise et vérifie. Le niveau souterrain combine et prépare. La créativité dépend de leur dialogue. Cette compréhension modifie la manière de se rapporter au travail créatif. Au lieu de chercher à contrôler chaque étape, l'esprit apprend à collaborer avec lui-même. Il sait qu'une phase de concentration intense doit être suivie d'un instant de distance. Il sait qu'un effort acharné doit être compensé par un moment de présence flottante. Il sait que la rigidité bloque l'invention, mais que l'absence totale de direction la disloque. La créativité devient alors une forme de coopération intérieure. Cette coopération s'observe également dans la manière dont l'esprit utilise l'erreur. Lorsque l'erreur est perçue comme une menace, elle active les circuits de la protection. L'attention se resserre, la pensée se fige, l'imagination se contracte. Au contraire, lorsqu'elle est perçue comme une information, elle active les circuits de l'exploration. L'esprit repère ce qui manque, ce qui doit être ajusté, ce qui pourrait être tenté autrement. L'erreur devient alors une force propulsive. Elle agrandit la carte mentale. Elle révèle des chemins qui n'auraient pas été envisagés. Cette transformation de l'erreur en ressource dépend étroitement du climat intérieur dans lequel l'esprit travaille. La peur du jugement, qu'elle vienne de l'extérieur ou de soi-même, réduit la souplesse cognitive. Elle empêche les pensées éloignées de se rejoindre. Elle oblige l'esprit à rester dans les zones sûres, là où le risque est faible, mais où l'invention l'est tout autant. À l'inverse, un climat de sécurité psychologique ouvre l'accès aux zones plus audacieuses. Il ne s'agit pas d'une indulgence naïve, mais d'une condition essentielle pour que les idées puissent se former sans être immédiatement censurées. Ce climat intérieur dépend en grande partie de la relation que l'être humain entretient avec son propre regard. Lorsqu'il se traite comme un juge, il se rétrécit. Lorsqu'il se traite comme un expérimentateur, il s'ouvre. La créativité se nourrit de cette ouverture.
Elle demande une forme d'honnêteté bienveillante, reconnaître ce qui doit être corrigé sans condamner celui qui corrige. Cette nuance peut paraître subtile, mais elle modifie profondément le mouvement de la pensée. La curiosité joue également un rôle déterminant. Un esprit curieux multiplie les expériences, les lectures, les rencontres, les perspectives. Il se laisse toucher par des domaines qu'il ne maîtrise pas. Cette diversité enrichit la mémoire associative. Elle offre davantage de matériaux à l'invention. Elle permet de créer des ponts entre des univers qui ne se rencontrent pas spontanément. La créativité s'élargit lorsqu'elle peut puiser dans une pluralité de sources. Cette pluralité permet aussi de dépasser la rigidité identitaire. On peut se définir comme rationnel, sensible, technique, concret ou intuitif. Ces catégories traduisent des préférences, mais elles ne limitent pas la capacité de créer. En réalité, chaque être humain possède un ensemble de compétences dormantes qui n'apparaissent que lorsque l'environnement les sollicite. Un individu qui se croit dépourvu d'imagination découvre souvent sa créativité lorsqu'il rencontre une situation qui exige une solution inédite. La créativité se révèle dans l'action plus que dans la conviction que l'on a de soi. Cette révélation se manifeste surtout lorsque l'esprit parvient à unir ce qu'il croyait séparé. Il découvre que la rigueur n'exclut pas l'invention, que la méthode n'annule pas l'intuition, que la logique n'empêche pas la poésie. La créativité n'est pas un compromis entre ses forces, elle est leur articulation. Elle utilise la logique pour construire un cadre solide et l'imagination pour en dépasser les limites. C'est cette articulation qui produit les formes les plus abouties d'invention, qu'elles soient artistiques, scientifiques ou quotidiennes. Comprendre cela transforme la manière de vivre la créativité. Elle cesse d'être un trait exceptionnel pour devenir un geste de l'esprit. Elle révèle une intelligence qui ne se contente pas de répéter, mais qui cherche, ajuste, transforme, réinvente. Cette intelligence peut être discrète, mais elle irrigue la vie entière. Elle apparaît dans une phrase reformulée, dans une attention nouvelle portée à un problème ancien, dans une solution simple à une difficulté qui semblait sans issue. Elle montre que la créativité n'est pas un éclat spectaculaire, mais une manière de regarder. La créativité s'approfondit encore lorsqu'on observe la manière dont l'esprit transforme ce qu'il perçoit. L'être humain ne se contente jamais d'enregistrer passivement le réel. Il l'interprète, le filtre, l'organise et le réorganise. Chaque perception devient une matière malléable qui peut être étoffée, déplacée, recomposée. Cette recomposition n'est pas un artifice. Elle fait partie des processus fondamentaux de l'adaptation. Lorsque la réalité change plus vite que les habitudes, la créativité devient le principal moteur qui permet d'inventer une manière nouvelle de se tenir dans le monde. Cette transformation ne se réalise pas toujours dans un effort conscient. Souvent, elle apparaît dans les moments où l'esprit cesse brièvement de se surveiller. Une idée peut émerger à l'instant où l'on se détend, où l'on respire plus largement, où l'on cesse ponctuellement de contrôler le flux mental. Ce relâchement donne accès à un mouvement intérieur plus ample, moins linéaire, où des fragments autrefois séparés se rencontrent. L'esprit reconnaît alors une possibilité qui lui échappait quelques minutes plus tôt. Cette reconnaissance a la clarté d'une évidence soudaine. Elle révèle le travail silencieux du cerveau, qui combine et ajuste sans que la conscience en ait toujours pleinement conscience. Cette mécanique se retrouve dans les moments où l'être humain améliore une idée déjà existante. La créativité ne se limite pas à l'invention. Elle inclut aussi la capacité à affiner, à simplifier, à approfondir. Souvent, une seconde version d'une idée est plus juste que la première, non parce qu'elle ajoute quelque chose, mais parce qu'elle retire le superflu. La créativité consiste alors à distinguer l'essentiel du secondaire. Cette distinction demande une forme d'écoute intérieure, une attention subtile qui discerne ce qui rend une solution plus élégante, plus stable ou plus facile à comprendre. L'esprit créatif ne cherche pas seulement la nouveauté, il cherche la justesse. Cette justesse se manifeste dans les gestes les plus simples.
Un mot choisi avec précision dans une conversation peut apaiser une tension qui s'installait. Un ajustement minime dans une attitude peut rendre une relation plus fluide. Un changement presque imperceptible dans la manière de poser un objet peut résoudre un problème technique. Ces gestes témoignent d'une forme de créativité silencieuse, discrète, mais profondément efficace. Ils montrent que la créativité n'est pas seulement la capacité de produire quelque chose de spectaculaire, mais celle de transformer subtilement ce qui est déjà là. Cette transformation discrète s'enracine dans la manière dont l'être humain habite ses propres expériences. Lorsqu'il se montre attentif à ce qu'il ressent, à ce qu'il pense et à ce qu'il perçoit, il développe un terrain intérieur plus riche. Cette richesse offre davantage de nuances à la pensée. Elle permet de reconnaître des correspondances que l'esprit rigide ne voit pas. La sensibilité devient alors un allié de l'invention. Elle ouvre des portes là où l'analyse seule serait restée figée. La créativité s'épanouit lorsque la sensibilité et la pensée se renforcent mutuellement. Cette coopération intérieure s'étend naturellement aux environnements sociaux dans lesquels l'être humain évolue. Les idées ne naissent jamais complètement isolées. Elles se nourrissent des échanges, des discussions, des confrontations, des contradictions. Un point de vue inattendu peut décaler une perspective figée. Une remarque simple peut provoquer une réorientation complète de la réflexion. Une conversation peut révéler une possibilité qui semblait inaccessible quelques instants auparavant. Les environnements qui encouragent cette circulation deviennent des incubateurs d'idées. Ils stimulent l'invention non par pression, mais par ouverture. L'ouverture ne se limite pas à la diversité extérieure. Elle implique aussi la capacité à tolérer l'ambiguïté. L'ambiguïté n'est pas une menace pour la pensée, elle en est l'un des moteurs. Lorsqu'une situation accepte plusieurs interprétations possibles, l'esprit explore, imagine, teste des versions alternatives. Cette exploration donne naissance à de nouvelles perspectives. À l'inverse, un cadre qui impose immédiatement une seule lecture ferme l'accès à l'inventivité. La créativité ne peut se développer que dans des espaces où l'inconnu n'est pas perçu comme une faille, mais comme une possibilité. Cette possibilité s'élargit encore lorsque l'esprit apprend à suspendre momentanément ses certitudes. Les certitudes donnent de la stabilité, mais elles peuvent devenir des murs qui empêchent d'aller plus loin. Suspendre une certitude, même légèrement, ouvre une brèche. À travers cette brèche peut surgir une idée inattendue. Cette suspension n'est pas un renoncement. C'est un mouvement volontaire qui permet à l'esprit d'examiner une situation sous un autre angle. Elle demande du courage, car elle expose à l'inconfort de l'incertitude. Mais c'est précisément dans cet inconfort que la pensée découvre des chemins neufs. La créativité apparaît alors comme une manière d'habiter la complexité. Elle ne cherche pas à la réduire à tout prix. Elle accepte ses tensions, ses contradictions, ses zones floues. Elle sait que la simplicité véritable ne consiste pas à éliminer la complexité, mais à la traverser pour en dégager une forme intelligible. Cette traversée demande de la patience. Elle exige un regard attentif capable de discerner un ordre qui ne se voit pas immédiatement. Elle révèle une intelligence qui ne force pas, mais qui éclaire. Cette intelligence transforme profondément la manière dont l'être humain se rapporte à la limite. La limite n'est plus un obstacle infranchissable. Elle devient un point d'appui. Lorsqu'une contrainte apparaît, elle oriente la créativité. Elle resserre le champ pour permettre une concentration plus fine. Elle oblige à inventer une solution que la facilité n'aurait jamais révélée. La créativité la plus féconde surgit souvent précisément là où l'on croyait manquer de ressources. Elle apparaît au contact d'une nécessité. Elle transforme la contrainte en tremplin. Ainsi comprise, la créativité cesse d'être un trait exceptionnel réservé à quelques-uns. Elle devient une manière ordinaire d'interagir avec le monde. Elle se manifeste dans l'attention, dans la curiosité, dans la sensibilité, dans le courage d'essayer et dans la liberté de recommencer. Elle ne cherche pas à produire des œuvres parfaites. Elle cherche à ajuster la vie.
Elle révèle une forme d'intelligence qui ne se contente pas de répéter, mais qui transforme, qui réorganise, qui invente. Dans ce mouvement où l'esprit explore, respire, s'ouvre et se réinvente, se prépare naturellement la question suivante, celle qui prolonge la créativité au-delà de l'individu, dans la manière dont il se relie aux autres, là où commence réellement la partie 22, la nature relationnelle de l'humain.